Eh bien, écoutez, alors c'est le moment du retour d'expérience, du témoignage de la journée sur un projet global de gouvernance de l'information. Alors, on a une quarantaine de minutes ensemble. On va pouvoir prendre des questions. Donc, j'espère que vous avez un café, un thé ou une boisson fraîche parce qu'il fait chaud. Je ne sais J'ai pas chez tout ce vous, qu'il mais faut. vous avez tout ce qu'il J'ai faut. tout ce qu'il faut. Parfait. Alors, quand même, je vais vous présenter. Vous êtes Virginie Alauzet, donc vous êtes responsable du pôle système de gestion des documents et archives de la Croix-Rouge française. Et donc, l'idée, c'est qu'on fasse un tour d'horizon de là où vous êtes parti, ce que vous avez mis en place, comment vous l'avez mis en place et là où vous en êtes aujourd'hui. Mais alors, il faudrait d'abord planter le décor et pour que tout le monde comprenne bien la Croix-Rouge française, expliquez-nous comment elle fonctionne, de quoi elle est composée, qu'est-ce- de quoi est composée cette entité. Expliquez-nous tout. Alors, d'abord, j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit brièvement. Oui, Moi, je suis archiviste. Il a été dit beaucoup de choses sur les archives et moi, j'adore détruire et ma DPO m'aime beaucoup. d'accord. Mais on pourrait y revenir. Alors, la Croix-Rouge française. Alors, je suis venue avec mes petits chiffres hein, parce que la Croix-Rouge française, c'est assez, allez, je vais dire c'est assez tentaculaire. Alors, c'est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique. Donc, c'est un organisme de droit privé euh, qui, par ailleurs, dispose de structures en mission ou délégation de service public. Donc, on joue sur les deux tableaux. C'est donc un siège qui pilote d'une part un réseau bénévole qui couvre le territoire avec 1200 structures et 60 000 bénévoles sur les sujets d'action sociale, d'urgence et de secourisme. Ce sont 7 filières métiers sur les secteurs ESMS, sanitaire et formation paramédicale avec à peu près 700 établissements et 17 000 salariés. Ce sont aussi des actions internationales avec des missions dans une quinzaine de pays et actuellement plus d'une centaine de projets qui sont développés. Voilà, D'accord. Oui, donc un gros bateau. c'est un gros bateau. Et donc le pôle dont vous dépendez, c'est le pôle système de gestion des documents des archives. Alors lui, son histoire, sa composition, son rôle, et qu'est-ce qu'il gère exactement comme document, de quoi on parle Alors, il gère, pour faire un peu simple, il gère en propre euh, les archives du siège. Il accompagne tout ce réseau et ses filières, ses établissements à l'archivage. Il a aussi une fonction de records management en lien avec la DPO et bientôt le RSSI, enfin le RSSI déjà, mais bientôt quand on abordera la data pour justement réglementer la production, l'usage et la mise en œuvre du sort final des documents et des données. Voilà. D'accord. Et donc il a été créé quand ce pôle? Alors, c'est un pôle qui a été créé en 2001. Moi, je suis arrivée un peu après sa création. Ça fait 20 ans que j'occupe cette fonction, qui a beaucoup évolué. Hein. Euh, pour vous faire un petit peu l'historique, lorsque moi je suis arrivée à la Croix-Rouge française, la fonction relevait de la direction de la communication et avait en périmètre les archives intermédiaires et définitives et la valorisation du patrimoine historique et uniquement le périmètre siège. Euh, il s'avère que à un moment donné, on a eu de plus en plus de demandes de nos structures bénévoles ou établissements s'agissant de, avec des questions très simples, combien de temps je vais conserver ce document ou est-ce que je peux détruire ou voilà, j'ai plus de place, comment je fais? Donc, il a fallu trouver aussi, accompagner, essayer de trouver des solutions. Donc, le sujet, c'était de monter sur un système de records management, euh, fonction qui n'absorbait pas la direction de la communication, en fait. Du coup, je me suis rapprochée
de la direction de l'audit, du contrôle interne et de la qualité. J'ai rencontré le directeur, on s'est très bien entendu. On a trouvé qu'on avait vraiment des choses à faire ensemble, en axant l'approche records management sur les sujets en donnant une approche vraiment risque et compliance à la question, plutôt que rentrer par l'angle de valorisation. Et du coup, depuis 2017, pardon, je suis un pôle rattaché directement au directeur de l'audit, à la direction de l'audit, du contrôle interne et de la qualité. Direction dans laquelle, et ça c'est extrêmement aidant, se trouve aussi la fonction RSSI. Voilà. Très bien. Et c'est une position, le positionnement d'une telle fonction est vraiment déterminante pour comprendre l'axe et avoir les supports nécessaires aussi. D'accord. Alors, vous nous disiez juste avant que vous étiez archiviste déjà de métier, et puis ensuite, vous nous disiez que le poste avait évolué. Alors, votre parcours, vous, plus personnellement, au sein de ce pôle, quel est-il? Vous êtes arrivé en tant qu'archiviste et ça a Alors moi, évolué. je suis arrivée en tant qu'archiviste, hein. J'ai une formation, une double formation initiale, histoire et feu, les DESS, donc les masters de aujourd'hui. Donc, je suis arrivée effectivement en tant qu'archiviste et eh bien, je suis restée en veille sur le métier, sur l'évolution du métier, autour des sujets de rigorous management, l'évolution des normes, l'évolution de la réglementation aussi, bien évidemment, l'évolution des sujets data. Et j'ai toujours trouvé, tout le temps où j'ai été rattachée à la direction de la communication qui manquait une étape dans cette approche, et que gérer et valoriser, plutôt valoriser, il manquait une étape avant la valorisation, parce que en fait, on valorisait sans avoir organisé avant. Voilà. Et donc, comment valoriser quelque chose qui est en vrac? C'est comme la donnée aujourd'hui. Voilà, on parle. Là, j'écoutais très attentivement ce matin les questions sur les dark data, et je m'y retrouve complètement. Voilà. D'accord. C'est un problème auquel vous êtes confronté au quotidien et Alors, c'est un problème que je perçois grandement. Là, on est encore très, très identifié sur l'approche, sur le support papier, mais je commence à aborder, par le biais aussi de la gouvernance de l'information, le sujet de la data et le sujet des applicatifs. Oui. très bien. Alors, si on fait un zoom sur justement ce projet de gouvernance de l'information et ses origines. Alors, quel était le problème? Qu'est-ce qui se posait au départ et comment vous l'avez abordé et monté ce projet? Alors, au départ, c'est la volonté au sein de ma direction, par le pôle maîtrise des risques et contrôle interne, de mettre en place des cartographies des risques au niveau du siège. Et en échangeant, on s'est dit que ce serait bien d'intégrer cet aspect de gouvernance et de gestion de l'information. Voilà, le défaut de gouvernance et gestion de l'information, quels sont les risques? En sachant que l'aspect RGPD et l'aspect SSI étaient traités un peu à part. Je dis, oui, mais bon, là, il manque un acteur, il manque un aspect. Donc, on l'a intégré, et donc la cartographie a été faite avec toutes les directions. Et ce sujet-là est sorti dans le top 10 des risques majeurs identifiés. Donc, le plan d'action, ça a été d'abord la mise en place d'une politique de gouvernance de l'information qui a été validée, et puis toutes ces déclinaisons. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Mais alors, si on s'attarde un tout petit peu, parce que sur les risques, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de risques, quoi, des risques juridiques, et pourquoi, pour quelles raisons, des risques peut-être financiers, mais là, pareil.
Alors, on a beaucoup parlé des risques RGPD, donc je ne vais pas revenir dessus. Un des grands risques qu'on identifie, je vais vous donner un exemple. Je vous parlais tout à l'heure des missions internationales. Les projets de nos missions internationales sont financés par des bailleurs à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous sommes très, très, très régulièrement, plusieurs fois par an, audités par ces bailleurs pour voir si nous avions bien utilisé les fonds par rapport à ce qui était prévu. Et le risque à ne pas pouvoir apporter la preuve, donc les justificatifs, les documents justificatifs des dépenses, ça entraîne un défaut de confiance. D'abord, c'est un risque financier parce qu'on va devoir rembourser si on n'est pas en mesure de justifier. C'est un problème derrière d'image avec un risque sur la continuité de l'activité parce qu'un bailleur qui ne nous fait plus confiance ne nous finance plus. Donc, on ne peut plus faire de projet. Et c'est un gros enjeu de redevabilité aussi parce qu'on est, comment dire, il y a de gros, une grosse attente par rapport aux associations, des grosses questions sur la façon dont elles utilisent les fonds. Hein. Alors, je vous parle des bailleurs, mais ça pourrait être aussi bien la Cour des comptes, par exemple. Hein. Pour donner un exemple, on a été audité suite aux opérations qu'on a menées en Asie sur le tsunami. On a été audité par la Cour des comptes, par exemple. D'accord. Voilà. Donc là, Alors, l'enjeu, il est financier, il est image, il est celui de la redevabilité. et puis, je crois que vous êtes mission de service public, donc là aussi, soumis au contrôle des archives. Exactement. Au même titre que l'ARS, pour certaines structures, nos structures, par exemple sanitaires, qui ont le statut d'ESPIC, sont des structures en mission de service public, donc structures sanitaires qui produisent des données de santé. Là, effectivement, pour tout ce qui relève de l'externalisation des documents comme des données et la destruction, on est soumis, globalement, la gestion des données et des archives, on est soumis au contrôle scientifique et technique de l'État pour selon la façon dont on gère les archives. Donc, on doit informer en cas d'externalisation et on doit demander le visa pour toute forme de destruction. À défaut, donc la première étape en cas de contrôle, donc c'est un rapport au préfet. Et puis, si rien n'est mis en place, rien n'est mis en œuvre pour régler la situation, on est sur, c'est un risque. La réponse est pénale, hein, c'est 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. D'accord. Donc c'est vous aujourd'hui le tiers de confiance en fait. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Avec une approche des risques. Et ça, est-ce que ça a été motivé par autre chose? Je ne sais pas, une modification des métiers, un changement d'organigramme, un déménagement, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Laura, qui a motivé ça? Non? Euh, qui a motivé le passage à Oui, l'approche risque? Oh, bah oui, il y a évidemment le déménagement du siège ou des choses très très basiques. Hein. C'est le volume d'archives, le volume de documents qui ne rentrent pas dans les locaux qu'on a prévus. C'est ce genre de choses très très basiques. En fait, c'est intéressant d'aborder les services, les directions, les établissements par des choses très simples et très rationnelles. Je transpose souvent, euh, pour parler de la donnée et de ses impacts, je transpose souvent, je fais la comparaison avec le physique. Voilà. Là, aujourd'hui, vous avez une armoire, elle est délimitée par ses portes et sa structure. À côté, vous avez un serveur euh, qui, euh, bon, lui, est peut-être plus extensible, mais c'est un coût supplémentaire et ça a des enjeux autres. Voilà. Donc, tout doit être ce qui nécessite vraiment, vraiment une gestion. Voilà, là, on parle de risque immobilier, mais aussi d'impact environnemental. Hein, mais voilà, il y a de multiples aspects et de multiples façons d'aborder les choses et les personnes pour leur faire
comprendre et le plus rationnel, c'est de faire cette comparaison avec les aspects physiques quand on parle de données. D'accord. Alors justement, il y a une question qui a été posée et qui concerne ce dont vos propos. En dehors du risque, y a-t-il eu une étude de ROI ou de gain d'efficacité ou la démarche a-t-elle été envisagée uniquement sous cet angle? Alors, donc, vous y avez en partie répondu, mais est-ce qu'il y a eu une étude de ROI, Alors, entre guillemets? il n'y a pas eu une étude ROI. Cela étant dit, je serais tentée de dire que le ROI se fait sur l'aspect support papier se fait assez facilement en fait. Le ROI, quand on va dans une structure qui a un passif non géré de documents et de dossiers, le retour sur investissement, il n'est pas très compliqué. Parce que, en fait, bon, voilà, on va mettre en place des règles pour que vous puissiez gérer. Commencez par détruire ce qui doit l'être. Vous allez vous récupérer un certain nombre de mètres carrés. Donc là, vous allez gagner en performance immobilière. Voilà, des choses comme ça. Parfait. Alors justement, vous parliez juste avant que je vous coupe et qu'on revienne sur les risques, vous parliez vous aviez démarré sur la méthode. Alors justement, quelle méthode vous avez adoptée pour mettre en place cette gouvernance? Comment Alors, vous avez procédé? déjà, on a rédigé la politique. On a été accompagné par la CERDA d'ailleurs pour la rédaction de cette politique. Alors, je ne l'ai pas écrite toute seule, hein, je l'ai écrite en mettant autour de la table aussi les acteurs concernés, la DSI, le RSSI, la DPO et des métiers aussi. Elle a été validée parce qu'il est essentiel qu'elle soit portée au plus haut niveau par la direction générale. Et derrière, la mise en œuvre, c'était d'abord de mettre en place des comités de pilotage. Alors, on avait identifié au sein du comité de pilotage les acteurs experts, on va dire, donc RSSI, DPO forcément, la maîtrise des risques, la qualité. À qui est-ce que je pense oui, la DSI, évidemment. On a fait un premier copil et ça a fait un flop. Voilà. Ah oui, Ouais, ça a fait un flop. Euh, vous savez pour quelle raison? Grosse inertie dans la salle, alors que tout le monde avait été associé à la rédaction, hein. Ouais. Les priorités, enfin, la gouvernance de l'information, c'était très abstrait, en fait. C'était très abstrait. Par ailleurs, on est arrivé un petit peu au mauvais moment avec cette PGI, puisque c'était le moment où on a changé de direction générale, où on a enclenché une énorme réorganisation du siège. Donc, si les fonctions concernées n'étaient pas touchées directement par la réorganisation, elles étaient fortement impactées par le fait de retrouver un petit peu ces petits maintenant qui valide, à qui je m'adresse, est-ce que le poste est pourvu, mais alors qui est-ce qui va aborder cette fonction et cet aspect des choses. Donc, un peu de confusion où tout le monde essaie de enfin, se repositionner, se replacer. Donc, on s'est dit, soit. Donc, on a fait un petit pas de côté. On n'a pas reculé, hein, on a fait un pas de côté. Et on s'est dit, ben, on va aller là où on veut bien de nous, puis on va aller sur le terrain, on va repartir du terrain. Donc, le réseau bénévole n'était pas fortement impacté par la réorganisation. Donc, on s'est dit qu'on allait travailler le référentiel des durées de conservation pour toutes les données, les documents produits par le réseau bénévole. Donc, on y est passé 6 mois. On a associé, alors, on est allé sur le terrain avec eux, avec des départements pilotes, un peu en mode aussi gagnant-gagnant, parce qu'il nous arrivait, on parlait d'archives, c'est pas le sujet le plus sexy du monde, mais en fait, ils étaient très contents, très Mais alors, très heureux, parce qu'ils cet accompagnement terrain, je vous coupe, pardonnez-moi, mais cet accompagnement terrain, ça prenait quelle forme? C'était simplement des réunions, des ateliers? C'était des choses très des cadrées? ateliers, oui, c'était des ateliers en fait d'analyse de process. On avait les pilotes sièges qui nous expliquaient comment
était la théorie du process. On allait sur le terrain pour vérifier et voir vraiment concrètement comment ça se passait. Ce qui nous a permis de vraiment déterminer à la fois, de bien voir la théorie et la mise en pratique, et de rationaliser certains process aussi, contribuer à revoir les processus et de mettre en place un référentiel des durées de conservation avec le terrain, en accompagnant le terrain aussi dans les démarches d'archivage. Euh, et ça prend très, très bien parce qu'on l'a fait avec le terrain. Voilà. D'accord. Et en combien de temps vous avez mené, pendant combien de temps vous avez mené ce Alors, c'est un 6 mois temps plein, là. 6 mois temps plein? Ok. C'est un 6 mois temps plein et là, on a l'outil est finalisé, donc on sait parfaitement sur quel type de document doit être gardé, combien de temps, à partir de quand, est-ce qu'il doit être à terme détruit ou conservé pour des raisons historiques, où est-ce qu'il se situe aussi, où loge l'information, où est-ce que le dossier maître, l'information maîtresse doit être logée. Est-ce que c'est dans un SI? Est-ce que c'est dans un dossier particulier? Est-ce que c'est au niveau de la localité ou est-ce que c'est au niveau siège? La criticité aussi, on parlait de charte de classification, on a mis ça aussi en place. Euh, du coup, chacun, ce qui était intéressant, c'est de voir que les gens nous disaient, ah bah, en fait, c'est simple. C'est simple. Ce qui va être plus complexe, ça va être d'implémenter ces règles-là dans les SI concernés. Voilà. Alors, Euh, justement, en termes de technologie, d'outils, est-ce que vous avez adopté de nouvelles solutions pour ce projet? Est-ce qu'il y a des nouvelles solutions alors, qui on ont n'en été est déployées? pas encore là. Là, on a une approche qui est essentiellement, on a commencé à considérer aussi l'hybridité des dossiers. Donc, c'est assez complexe parce qu'on a des dossiers qui sont à la fois et numériques et en partie numérique et en partie papier. Euh, mais on va, comment dire, on n'a pas d'outils, non, et il va falloir ça va être l'objet, je pense, de 2024, sur le fait de se pencher sur potentiellement un système d'archivage électronique ou voir avec la DSI pour réfléchir aux solutions possibles, justement pour faciliter tout ça. Ce qui est compliqué, c'est on identifie, je crois qu'il y a plus de 200 applicatifs identifiés au sein de la Croix-Rouge française. Donc ça, c'est déjà très, très complexe à gérer. Euh, mais voilà, notre sujet avec la DPO, c'est comment implémenter ça dans les SI et comment automatiser la mise en œuvre de ces règles. Voilà. D'accord. Oui, effectivement, 200 applicatifs au sein de la Croix-Rouge, ça va pas être simple, cette histoire. Voilà. Ok. Et alors, comment justement, comment vous vous situez, enfin plutôt comment la Croix-Rouge française se situe sur ce plan de la gouvernance de l'information, un référentiel, etc., par rapport aux autres, à la Croix-Rouge, on va dire au niveau international? Est-ce que c'est déjà déployé ailleurs ou pas? Alors, c'est pas vraiment déployé ailleurs. On a un groupe d'échange avec les autres sociétés nationales qui disposent d'archivistes. Euh, Là aussi, le sujet du positionnement, on en a beaucoup discuté, est majeur. C'est moi, quand je leur dis que je relève d'une DASIC, alors que eux relèvent majoritairement de direction de com avec des sujets qui sont de la valorisation patrimoniale et de la conservation d'archives définitives. euh, voilà, ils sont restés sur cet aspect-là, qui est légitime, hein, aucun souci. Euh, mais ils conviennent aussi avec moi qu'à un moment donné, il n'y aura plus grand-chose à valoriser parce que tout le reste n'aura pas été géré, en fait. Voilà. D'accord.
Donc, c'était l'idée de monter aussi sur du records management pour réglementer, organiser, planifier tous les systèmes de gestion documentaire et à terme, détruire ce qui doit l'être et ne conserver que vraiment ce qui doit l'être. Donc, on détruit beaucoup. D'accord. Donc, et vous parliez justement alors des dark data en disant que c'était un problème qui faisait écho aussi chez vous. Mais alors pour vous, les dark data, vos dark data à vous, c'est quoi? Elles sont où? C'est aussi du papier ou c'est vraiment de la donnée numérique non exploitée, non identifiée? C'est de la donnée numérique aussi. Alors, on a on a externalisé une partie de. Alors, je vais parler à la place de la DSI, donc là, je ne vais pas trop m'avancer non plus, n'ayant pas tous les éléments. Je sais qu'on a externalisé l'hébergement d'un certain volume assez conséquent de données froides. Parce que le raisonnement, c'est données chaudes, données froides. Et ces données froides sont inaccessibles. Voilà, sont inaccessibles, ont été mises là en vrac, hein, selon le terme technique en archivistique de vrac, c'est posé là. Et on a un vrai sujet, on parlait de vocabulaire, hein. J'ai écouté Caroline parler de vocabulaire tout à l'heure, on a un vrai sujet de vocabulaire avec la DSI, parce que les DSI, quand on leur parle d'archives, eux entendent de stockage. Voilà, alors quand je leur explique, mais non, en fait, c'est réglementé, il y a des normes, il y a l'archivage, c'est pas du stockage, c'est pas de la sauvegarde, c'est aussi être en capacité de retrouver. Et puis c'est aussi maîtriser les coûts de gestion. Enfin, surtout le records management, c'est aussi maîtriser les coûts de gestion. Donc il y a déjà il y a cet aspect il va falloir qu'on s'entende et qu'on se comprenne à un moment donné et qu'on discute, qu'on se mette autour de la table pour aborder. Ça, je me le garde aussi, je l'ai en perspective, je l'ai en ligne de mire, aborder ces terras de données froides qui sont dans un coin inexploités, inexploitables et qui offrent aussi, malgré tout, un champ. Sur les risques SSI. Oui. Donc ça fait un sacré chantier en 2024, là, ça vous en fait quelques-uns, mine de Ah rien. non, mais on va pas le mettre tout de suite pour 2024. Celui-là, on va un petit peu le planifier. Là, on est en train d'essayer de réguler l'aspect papier déjà, ce qui nous donne aussi une belle visibilité. Voilà. Quand on vient et quand on passe et qu'on aide à rationaliser, à récupérer des mètres carrés, quand on dit que, mais bien sûr que vous pouvez détruire. Alors là, mais bon, on a fait toute l'analyse avant, bien évidemment. Hmm. Mais bien sûr que votre compta des années 80, pourquoi vous gardez ces centaines de boîtes, vous pouvez détruire. Alors, ça fait le bonheur. Et du coup, en entrant par ce biais-là, on rend ce service-là, ça rend les gens, ça rend les personnes très, très finalement ouvertes à la discussion parce qu'on arrive avec des solutions. Je comprends, je comprends. Alors justement, comme on est sur un petit peu sur les dark data, est-ce que cet enjeu aussi de bilan carbone, si vous étiez là ce matin avec nous, ce côté on stocke moins pour pas faire tourner les serveurs de manière inutile et pas les encombrer, est-ce que ça fait écho aussi au sein de la Croix-Rouge, c'est de ce côté dématérialisation éco-responsable, ces enjeux Ah oui, c'est un d'éco-responsabilité? enjeu, c'est un Ouais. enjeu, ça fait partie de notre stratégie 2020-2030 et ça va être un sérieux levier pour moi pour aborder la question. D'accord. D'accord. Alors écoutez, si on faisait le bilan et si vous deviez nous donner, enfin donner à ceux qui nous écoutent quelques conseils, votre recette justement pour un projet de gouvernance de l'information réussi, ce serait quoi en quelques grands tips, quelques grandes lignes? Alors déjà, ne rien lâcher. Comme au tennis, hein, message passé à Voilà, Caroline. ne rien Voilà. lâcher.
Ne rien lâcher. Non, non, ne rien lâcher, mais surtout rester en veille et à l'écoute de son organisation. Et se saisir des opportunités. Je m'explique. Nous, quand on est allé faire ce travail sur le terrain pour la partie réseau associative, on est resté en attente de savoir à un moment donné comment les filières métiers allaient s'organiser. Et dès qu'on a eu connaissance de la nomination des nouveaux directeurs, eh bien, on s'est engouffré et on les a rencontrés un par un pour leur présenter notre offre de service. Et ah, tiens, ben, moi j'ai un établissement, là, là, là. Donc on est passé derrière pour chacun, bon, 5 sur 7 pour l'instant, hein, dans les copiles ou les codires, en échangeant avec le directeur. Et effectivement, c'est un sujet qui remonte hein, comme une évidence. À l'archivage, bah, mais bien sûr, évidemment, et avec des fortes demandes. Donc on est rentré par ce biais. Et on cesse un peu d'intervenir en pompier à la demande, on arrive à mieux planifier, à mieux organiser. Et du coup, quand on va sur le terrain, on en profite pour reconsidérer des procédures et réharmoniser finalement la gestion documentaire. On est par exemple là sur une procédure sur la gestion du dossier unique usager sur la filière des personnes en situation de handicap. Ça va toucher plusieurs établissements. Et on le travaille avec le terrain pour favoriser l'appropriation, avec la DPO, avec le métier, la direction métier, et c'est porté par la direction métier. Voilà, mais je me suis un peu écartée de la question. Pardon. Donc, les conseils, voilà, c'est ça, ne pas hésiter à vraiment rester à l'écoute de son organisation, bien en maîtriser les contours et les changements. Ne pas hésiter à se faire accompagner. Nous, le fait qu'on ait été accompagné par la CERDA, en fait, sur la politique de gouvernance de l'information, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul et à me mettre à distance et à mieux penser des concepts que je trouvais au départ un petit peu nébuleux. Donc, ça m'a bien aidé à clarifier, à bien poser les choses. Et puis surtout, l'humain. Après cette période Covid et à un moment donné où le télétravail s'est considérablement déployé, on n'est plus en contact. Et le fait de se remettre à faire des réunions et de se recroiser à la machine à café, ça humanise finalement ce qu'on veut mettre en place. Alors c'est bien d'avoir des politiques validées par la DG, mais on n'est pas là, on ne fait pas la police en disant voilà la règle, appliquez-la. C'est vraiment accompagner, c'est de l'accompagnement au changement aussi. C'est accompagner les utilisateurs, c'est les prendre en considération quand on travaille, quand on leur demande de nous expliquer leur process. C'est aussi s'intéresser à leur métier, donc les faire parler d'eux. Et là, l'humain prend beaucoup le dessus et l'humain est très, très important. Et puis la machine à café qui est un acteur majeur dans la mise en place de projets. Voilà. D'accord, d'accord. Et dernière question. Alors, votre feuille de route pour les années à venir, donc si j'ai bien compris, il y a un volet technologique, il y a un volet environnemental, c'est ça? Vous avez déjà une feuille de route clairement définie? On n'a pas une feuille de route clairement définie. Là, la prochaine étape, c'est la politique de gouvernement. La politique, non, celle-là, elle est faite. La politique elle est faite. La politique d'archivage. Je vais aussi, je me rapproche. Alors, vous parliez du mouvement tout à l'heure et de d'autres sociétés nationales. Je fais un peu en arrière. Il y a la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge, Croissant-Rouge, elle est plus proche de ce que l'on souhaite faire nous, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place déjà une politique de gestion de l'information et veulent monter sur de la gouvernance. Donc, on va échanger nos pratiques et essayer de collaborer un peu sur nos bonnes pratiques. Donc là, la prochaine étape, c'est la politique d'archivage et à les mettre en place et vendre la politique d'archivage, même si on le fait déjà.
mais ça posera les choses. Et derrière, je vous parlais du dossier unique usager, c'est voir, on l'aborde d'un point de vue procédural et réglementaire, mais voir maintenant comment on peut appliquer ça, automatiser ça dans les SI, et là, comment on va commencer peut-être à identifier les SI qui sont en mode dark data parce qu'on en a. Et tout ça doit être planifié, mais va falloir qu'on pose les choses. Là, je pense qu'à la rentrée, tout ça va se poser en sachant qu'on a aussi un gros déménagement en cours. Donc, je pense qu'on va planifier sur les 5 prochaines années, là. D'accord. Très Voilà. bien. Bah, écoutez, Virginie, merci pour votre témoignage. Il n'y a pas les questions, je vous les ai déjà posées, qui nous ont été posées. Donc, écoutez, bah, merci encore d'avoir été là Merci à avec vous, nous cet c'est un après-midi. plaisir. Et puis, bah, je vais vous donner rendez-vous à tous il est quelle heure? Dans 5 minutes avec Pierre Fuseau pour qu'on conclue la journée et qu'on fasse un petit débrief et qu'on termine ça de manière optimale. Voilà, à tout de suite. Merci Virginie, au revoir, à une prochaine Merci, au fois. revoir.